J'utiliserai trois mots en fait, pour qualifier l'évolution du système financier international. Le premier mot qui me vient, c'est hypertrophie. Le deuxième mot, c'est déconnexion. Et le troisième mot, c'est instabilité. Alors, hypertrophie, pourquoi? Parce que quand on regarde les grandeurs financières, elles sont juste énormissimes. Donc, donnons quelques ordres de grandeur. Hein. Si on regarde par exemple ce qui s'échange chaque année sur les marchés de produits dérivés, c'est quelques 700 000 milliards de dollars. Ce sont des montants notionnels, hein, certes, mais ça représente quand même 10 fois le produit intérieur brut mondial. Quand on regarde ce qui s'échange chaque année sur le marché d'échange, là, on arrive aux millions de milliards de dollars. Et chaque année, ça représente à peu près 65 fois, 70 fois le montant du commerce international. Cette hypertrophie, elle s'exprime aussi à travers, bien sûr, le secteur bancaire. Donc, si on regarde le secteur bancaire dans chaque pays, on a un total de bilan agrégé qui, en France, par exemple, représente 3 à 4 fois le produit intérieur brut. Au Royaume-Uni, c'est 7 à 8 fois. Au Luxembourg, c'est 24 fois. On sait aussi qu'il y a 29 banques systémiques qui sont reconnues comme telles, qui de par leur taille, de par leurs interconnexions, sont considérées comme faisant porter un risque systémique, c'est-à-dire un risque d'effondrement global du système. Ces établissements sont listés par le Conseil de stabilité financière. Ils concentrent la majeure partie des opérations sur tous les marchés financiers, aussi bien sur le marché d'échange, sur les marchés de produits dérivés, sur les marchés de la dette. Bon, on voit bien à travers ces ordres de grandeur qu'il y a une véritable déconnexion. Cette déconnexion, elle s'est manifestée tout au long de l'année 2015. Les marchés financiers se portaient formidablement bien avec des indices boursiers qui battaient des records un peu partout avant qu'on assiste à un mouvement de correction un peu brutal à la fin de l'été, notamment en Chine. Et on voit bien aussi donc qu'on est dans une période à nouveau d'instabilité financière qui couve avec la formation de bulles spéculatives sur les marchés d'actions, sur les marchés obligataires, sur les marchés immobiliers. Bulles que l'on n'entend pas encore véritablement contrer et bulles qui ont été en partie formées par l'abondance de liquidités injectées par les banques centrales. Donc on reste enfermé un peu dans ce cycle financier énorme. On le laisse submerger totalement l'économie réelle et on ne met pas en place les politiques qui permettraient de réguler ce cycle financier, de contrer ce cycle financier. Alors, les banques ont beaucoup fait évoluer leur modèle d'activité depuis, on va dire, depuis les années 90. Et il y a un tournant très très marqué également dans les années 2000. Les banques, de plus en plus, ont développé des activités de marché, c'est-à-dire qu'elles sont extraordinairement actives sur les marchés de capitaux, aussi bien d'ailleurs pour y trouver des ressources que pour y utiliser leurs ressources, pour y placer des ressources. Alors on pourrait se dire a priori que ça peut contribuer au financement de l'économie aussi bien que du crédit. Le problème, c'est que la majeure partie de ces activités de marché ne consiste pas à investir dans des titres et à les détenir longtemps ou à acheter des titres sur les marchés primaires et puis à les détenir longtemps. Ces activités sont surtout des activités de trading à une vitesse très grande, donc des activités de marché en grande partie spéculatives qui contribuent peu au financement de l'économie. Ce que l'on constate aussi, c'est une diminution de la part relative du crédit au bilan des banques. Dans le secteur bancaire français, par exemple, le crédit aux entreprises, c'est quand même ça l'élément majeur du financement de l'économie, surtout dans un pays comme le nôtre, le crédit aux entreprises, c'est 10% à peine de l'actif des banques françaises. Les crédits aux PME,
petites et moyennes entreprises, c'est 5% à peine de l'actif des banques françaises. Donc c'est quelque chose d'assez préoccupant. En fait, ce que l'on constate, c'est que les banques ont beaucoup fait évoluer leurs activités. Je l'ai dit, elles ont développé leurs activités de marché. Ça s'est traduit par une augmentation très grande de la taille des bilans bancaires, mais en dépit de cette augmentation de la taille, on ne voit pas la contribution des banques au financement de l'économie s'accroître. Au contraire, cette contribution a décliné. Donc, contrairement à l'idée que l'on pourrait avoir, qui serait qu'avoir de grands établissements, c'est une bonne chose parce que ça forme des établissements plus solides qui contribuent davantage au financement de l'économie, on se rend compte que c'est le contraire. Il y a une expression de Dominique Plion que j'aime bien pour qualifier ce que sont devenues les banques. Généralement, il emploie l'expression de colosse au pied d'argile. Alors, beaucoup de banques, en fait, enfin beaucoup de banques, un certain nombre de banques ont grossi énormément, sont devenues des banques systémiques, et ces banques systémiques, elles ne sont pas aussi solides qu'on le croit, au contraire, elles sont coûteuses pour la collectivité. En outre, elles sont en position dominante sur le marché, donc elles exercent un pouvoir de marché. Et ce qui, du point de vue de la clientèle, signifie aussi nécessairement des services bancaires plus onéreux. Donc on le voit en fait, c'est quelque chose d'assez nocif, hein, cette formation d'un oligopole bancaire de très grandes banques en position dominante sur le marché. C'est nocif pour la satisfaction des consommateurs de services bancaires parce que ça leur coûte plus cher, et puis c'est nocif pour la collectivité dans son ensemble, pour la stabilité financière, parce que ces grands établissements font courir un risque systémique. Alors on commence, à travers les réformes, à pointer davantage l'action du régulateur sur ces grandes banques systémiques, en demandant notamment à ce qu'elles satisfassent à des surcharges de fonds propres. Donc ça, c'est un élément important. On demande aussi à ce qu'elles respectent une capacité d'absorption des pertes pour qu'elles soient davantage en capacité justement d'assumer leurs pertes en cas de problème. Mais il y a bien sûr des mouvements très forts de résistance de la part de ces grandes banques qui, comme on l'a dit, sont en position dominante et qui ont également à leur service des lobbies qui sont extrêmement puissants pour résister à ces réformes. Le shadow banking, c'est ce que l'on appelle aussi un secteur bancaire parallèle. Certains disent secteur bancaire fantôme. Bon, si vous voulez, on peut définir ça comme un ensemble d'entités financières, non bancaires, mais qui sont amenées à réaliser des opérations proches de celles des banques, qui sont amenées à porter des risques bancaires sans être astreintes à la même réglementation que les banques. D'accord ? Alors, typiquement, entité du shadow banking, eh bien, ce sont les véhicules de titrisation qui interviennent lorsque les banques vendent des paquets de créances, les titrisent, donc les vendent à ces véhicules de titrisation qui ensuite émettent des titres adossés à ces créances bancaires, titres qui sont achetés par des investisseurs. Bon, typiquement, un véhicule de titrisation, ça fait partie du shadow banking. Parfois, on fait rentrer aussi dans ce shadow banking d'autres entités telles que les hedge funds, hein, qui peuvent être très liés aux banques par des lignes de crédit, par des opérations également de repo sur les marchés monétaires. Est-ce que le shadow banking s'est comprimé depuis la crise ? La réponse est non. Le shadow banking a poursuivi son essor pendant la crise. On l'évalue aujourd'hui à peu près 70 000 milliards de dollars. Hein, ce sont les actifs gérés par ces entités du shadow banking. Alors, certains voient dans cet essor pendant la crise la conséquence du renforcement des réglementations bancaires. Moi, il me semble, si vous voulez, que là, on mélange un peu les causes et les conséquences. Le shadow banking, c'est
une des causes de la crise, parce que ce sont des entités qui sont très peu encadrées, qui participent à l'instabilité du marché. Ce sont des entités qui sont également très liées aux banques, et considérer, si vous voulez, que lorsque on réglemente davantage les banques, ça va mécaniquement augmenter le shadow banking, il me semble que c'est une analyse un petit peu trompeuse. Alors certes, quand on resserre l'encadrement des banques, il se peut que celles-ci transfèrent des risques sur les entités du shadow banking, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut également faire porter l'effort de régulation sur ces entités du shadow banking. C'est pas très facile de les encadrer directement, mais en revanche, comme ces entités sont généralement, surtout en Europe, très liées aux banques, eh bien, ce sont ces liens qu'il faut essayer de défaire entre banques et non-banques pour diminuer l'essor du shadow banking. Je pense que l'effort de réglementation des banques doit se poursuivre, et il faut également faire porter l'effort sur ces entités du shadow banking.